qu'on est en train de monter, c'est pas un jeu de bac à sable, hein. C'est vraiment une quatrième révolution industrielle. Et donc là, à l'heure actuelle, il y a des acteurs qui sont en train de se mettre au devant de la scène pour devenir les prochains, si on considérait ça dans le monde de la finance traditionnelle, les prochains Google, Yahoo, Facebook. Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel nous prêtons notre micro à un spécialiste ou acteur de l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je reçois Julien Bouteloup, on va parler DeFi, Binance Smart Chain, hack, Layer 2, développement et liquidation dans la DeFi. Merci Julien de nous rejoindre sur cet épisode. Je vais te laisser te présenter. Tu travailles notamment chez Curve, Blackpool, StakeDAO, Rect pour lequel tu écris des articles, notamment sur les hacks dans la DeFi. Bref, tu travailles sur énormément de projets. J'en ai sans doute oublié. Du coup, je te laisse te présenter pour ne rien oublier et nous expliquer un peu les différents protocoles dans lesquels tu travailles. Oui, donc je m'appelle Julien Bouteloup. Donc je suis dans la DeFi, un acteur un petit peu dans la DeFi, et je fais tourner Stake Capital, qui est un quantitative trading firm qui se fait principalement du market maker, liquidation, arbitrage, liquidity provider. Ensuite, développer une plateforme qui s'appelle StakeDAO. StakeDAO qui s'occupe plus pour le retail, on peut considérer ça comme un exchange décentralisé qui permet d'acheter de la crypto, d'échanger, d'investir dans des stratégies et aussi bientôt d'avoir accès à des produits qui sont un petit peu plus poussés au niveau trading. Ensuite, un autre projet qui s'appelle Blackpool. Blackpool qui est un des leaders dans le monde du NFT. Donc, c'est un hedge fund qui prend des positions au niveau des différentes verticales NFT. Donc, par exemple, on est, je pense, le top 1 dans le monde de Sorare. On va entrer dans Top Shot. On est assez gros maintenant dans Axie Infinity. On est, je pense, le plus gros sur Comet. Donc, voilà, on est actif dans les différents mondes de NFT. Notre principale approche, c'est en fait de créer des stratégies passives et donc pas forcément d'investir dans la spéculation, mais plutôt d'investir pour jouer dans les différentes verticales. Et ensuite, un autre projet qui s'appelle Rect. Rect qui fait de l'investigation très, très poussée, très bas level dans le monde de la DeFi, que ce soit au niveau des hacks ou des exploits ou des arbitrages, tout ce qui peut en fait tourner au niveau de la finance décentralisée et qui est un petit peu tangentieux. Quand on regarde un petit peu StakeDAO, Curve, Rect et tout ce que tu produis sur Twitter, tu dors à quel moment exactement? Pratiquement jamais, ouais. 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 Pas beaucoup. Surtout en plus avec depuis la crise du Covid et tout, c'est vrai que ça a permis dans un bon sens, je sais pas, mais c'est vrai que ça fait passer beaucoup de temps dans les écrans. Mais depuis que je suis très jeune, je dors pas beaucoup, je dors à peu près. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas un mythe, hein. C'est vrai que je dors 3-4 heures, 3-4 heures par jour. Quand on regarde ton parcours, c'est marrant parce que tu n'as pas toujours vécu autour du système Ethereum et même au sein de l'écosystème Ethereum et DeFi, tu fais plein de choses, du développement et même de l'écrit avec Rect, plus de journalisme du coup. Tu as plein de facettes différentes, c'est marrant. Ouais, bien sûr. Bah, avant de rentrer dans l'Ethereum, j'ai toujours ma boîte, hein. J'ai une boîte de consulting à Londres qui fait toujours du consulting dans tout ce qui est machine learning et blockchain. Donc blockchain depuis à peu près 2014 et machine learning depuis bien avant. J'ai travaillé pour la sécurité de défense. Mon background, c'est vraiment mathématique. Donc j'ai fait le cursus français de l'élève qui est assez bon en maths et physique, donc maths sup, maths spé. Ensuite, je suis parti aux États-Unis, cursus en machine learning, computer science. J'ai travaillé dans tout ce qui était distributed system, qui n'a rien à voir avec la blockchain. Donc voilà quoi. Donc monté plusieurs entreprises dans le monde. Il y avait un projet qui s'appelait Flying Carpet qui a été vendu, qui faisait de l'extraction de données depuis les satellites pour aller faire de la prédiction sur les marchés financiers, les marchés physiques. Donc, par exemple, aller prédire en temps réel la production de café au Brésil grâce aux images satellitaires, revendre ça aux hedge funds pour qu'ils prennent des positions sur les marchés, compter le nombre de noix de coco en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou aller calculer la concentration de carbone dans les forêts en France via les coteries ou des choses comme ça. IDBox, c'était un produit, je pense que c'était le premier produit qui a été développé sur Ethereum physique. Donc, je l'ai
Je l'ai vendu en Asie, qui a servi en fait à créer des identités pour les tribus en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc voilà, plusieurs projets, ouais. Et est-ce que ton arrivée dans la DeFi, comme beaucoup de gens de l'écosystème, elle s'est faite parce que, en ayant travaillé justement dans des métiers un peu plus centralisés, que ce soit dans la finance ou non, tu as été un peu blasé du fonctionnement de ces systèmes-là? Euh, moi, à la base, je suis quant aussi. Donc, j'ai C'est vrai. participé à la finance traditionnelle, hein. Je montais des algos mathématiques pour aller prendre des positions sur les marchés. Donc, je connais pas, mais je connais bien la finance traditionnelle. La raison pour laquelle je tombe un petit peu dans la blockchain ou plus, c'est parce que donc j'ai monté IDBox en 2015, 2016, et en fait, c'est parce qu'en fait, je travaillais à l'époque en sécurité défense. La sécurité défense, c'était, même si on essaie de faire le focus sur la sécurité et la défense, c'est pour vendre des armes dans les pays les plus offrants. Et en fait, bah, je pense que c'était un petit peu mon système, mon process de redemption qui m'a fait un peu jumper un peu plus dans l'Ethereum. Et à l'époque, Ethereum, c'était vraiment en 2015, 2016, même 2017, c'était vraiment si vous regardez les projets, c'était vraiment des projets avec aux visions complètement à l'opposé de la finance décentralisée. Et c'était vraiment des trucs euh, security, transparency, privacy. Et maintenant, je pense que oui, la DeFi a un petit peu oublié la vision de la blockchain. On est beaucoup plus focus sur l'argent et faire du yield farming, choses comme ça, quoi. Justement, une Ce qui est question. assez marrant parce qu'en fait, on réplique exactement ce que la finance traditionnelle a fait dans les années 90, les années 2000. Ah ouais, tu trouves qu'on retombe un peu dans les vices, peut-être même exacerbés de ces années-là? Ah oui, bah, si on regarde Twitter dans les Twitter en 2016, 2017 avec Ethereum, c'était vraiment des projets qui ont une vision complètement un peu Eldorado et de cette nouvelle révolution industrielle qu'on essaie de monter. Et là, depuis l'année dernière avec la DeFi, de toute façon, il y a même le nouveau concept du degen et aping qui ne prend aucune honte à partager les APY, les liquidations et les autres montants d'argent faits en temps réel sur la DeFi, qui est en fait exactement ce que fait depuis des décades, des décennies dans la finance traditionnelle. Et tu penses que c'est pernicieux pour l'écosystème? Non, c'est juste intéressant de voir en fait qu'on réplique exactement ce qui s'est passé auparavant. Après, les outils changent, les personnes qui sont responsables de ces innovations sont plus des personnes qui auparavant pouvaient y avoir accès grâce au lobby, grâce à leur statut et grâce au fait d'avoir accès à des sommes d'argent astronomiques. Maintenant, en fait, tout le monde peut y avoir accès. Donc, il y a beaucoup plus de bien que de mal, mais c'est aussi drivé par ce concept de faire beaucoup d'argent, quoi. Et il y a aussi, et c'était d'ailleurs le thème d'un de tes derniers articles sur Rect, la CDeFi, avec la BSC notamment, qui est DeFi mais pas trop non plus. C'est marrant parce que c'est deux thèmes qui vont a priori pas ensemble, quoi. Ouais, bah c'est ce que la finance traditionnelle essaye de rentrer dans le monde de la blockchain parce qu'ils voyaient très bien qu'ils sinon ils ne pourront pas avoir accès à ce marché qui va être qui est en train d'être considérable. Et donc en fait, ce qui se passe en fait, c'est que pour eux aussi, ça les avantage. En fait, ça leur permet en fait d'économiser énormément au niveau DevOps et au niveau temps de settlement au travers différents pays ou différentes institutions. Ça permet en fait d'aller extrêmement vite. Et donc, ce qu'ils essaient de faire, en fait, c'est de participer, en fait, de pouvoir utiliser ce réseau, cette infrastructure, tout en fait en construisant des produits centralisés par-dessus pour essayer d'avoir accès à une acquisition d'utilisateurs qui soit extrêmement rapide et aussi leur donner aux utilisateurs cet aspect de payer des transactions qui me coûtent zéro. Et donc forcément, en fait, pour les utilisateurs, c'est extrêmement important. Mais en fait, c'est-à-dire en fait qu'on oublie en fait cette vision, en fait, la vision de la décentralisation, la vision en fait qu'il n'y ait pas d'acteurs intermédiaires. Or là, en fait, les utilisateurs ils reviennent dans un monde qui est centralisé, tout en utilisant une technologie qui soit décentralisée. Donc, en fait, pour ces acteurs-là qui fournissent des produits comme ça, c'est encore beaucoup plus bénéfique parce qu'en fait, ils payent
zéro en infrastructure, ils se font encore beaucoup plus d'argent sur le dos de l'utilisateur. Et l'utilisateur, à la fin, il est toujours un petit peu utilisé, quoi. Justement, sur la thématique de la BSC, j'avais cru comprendre, tu me dis si j'ai bien compris, quand tu passes par le bridge de Binance, par exemple, avec 10 USDT que tu veux faire passer de la chaîne Ethereum à la chaîne Binance Smart Chain, la BSC, eh ben, tu vas pas avoir 10 USDT, tu vas avoir 10 PEG USDT. Binance garde du coup les 10 USDT que tu pourras récupérer le jour où tu rends les tokens, mais qu'est-ce qui fait, que fait Binance de ces liquidités en attendant? Il les place? 6Z, c'est quelqu'un qui va essayer de se servir au maximum de la liquidité qui se trouve à n'importe quel endroit. Donc oui, par exemple, il y a un aspect assez important. Par exemple, sur Curve, Binance donne de la liquidité. Euh, En fait, sur Binance, quand vous stakez du Curve token, vous avez un pourcentage en APY. Et en fait, bah, c'est Binance en fait, qui utilise la liquidité qui met de la liquidité sur Curve, qui prend un pourcentage et derrière, il donne un pourcentage statique aux utilisateurs, mais il se prend la différence en fait de bénéfice qui est entre les deux. Euh, En fait, c'est ce que font en fait les produits centralisés, c'est qu'en fait, ils vous garantissent un pourcentage qui est statique, tant qu'en fait, sur l'ensemble de tous les produits qu'ils offrent, ils arrivent à tirer une marge. Comme ça, ils peuvent compenser. Des fois, sur un produit où ils sont en perte, ils peuvent compenser sur l'ensemble. Donc, en fait, c'est leur business model. Par exemple, là, on vient de voir que les chiffres sur Coinbase, 98% ils ont généré 230 millions de dollars net de profit. Et sur ces 230 millions de net de profit, 98% de l'ensemble de Coinbase profit était généré par les fees créés aux utilisateurs. Sur une database de 48 millions d'utilisateurs, ce qui est énorme, donc ça pourrait être considéré comme une des plus grosses banques, les plus grosses banques du monde. Mais ça voudrait dire en fait que par utilisateur, ils sont à peu près à 8-10 dollars. Donc, il y a des utilisateurs qui font sûrement pas de transactions et d'autres qui en font beaucoup. Mais c'est intéressant à regarder comme statistique. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment là où les produits centralisés se font de l'argent, c'est en allant charger l'utilisateur. Donc, quand l'utilisateur en fait pense qu'il a plus intérêt à utiliser Binance parce que les transactions sont gratuites, en l'occurrence, en fait, c'est pas gratuit. En fait, l'argent va parce que Binance charge en fait un spread, un coût de transaction sur les volumes, ça va directement à Binance ou directement à la finance décentralisée qui sont les miners derrière ou les validateurs qui font tourner la chaîne. Dans cette même thématique, il y a la question des airdrops. Il y a certains airdrops qui sont attribués si X ou Y personnes détenaient tant de tokens de tel projet à tel moment dans leur wallet. Sauf que si c'est sur des SEX, donc des échangeurs centralisés comme Binance notamment, a priori c'est cuit. Est-ce que Binance va faire à travers les wallets des utilisateurs les claims pour eux, ou c'est une légende? Bah, je sais pas, mais ils l'ont déjà fait sur différents autres protocoles. Je sais que Coinbase est revenu quand même, par exemple, ils avaient fait sur Decentraland et Omnisgo quelques années plus tard, donc je crois que c'était 4 à 5 ans plus tard, ils avaient quand même offert aux utilisateurs les airdrops qui avaient été faits sur la chaîne. Après, sur les autres différents protocoles, tant que vous signez pas un document qui dit qu'en fait vous devez avoir obligation de recevoir les airdrops potentiels sur cette chaîne, ce que vous faites en fait, c'est quand vous donnez vos tokens sur une plateforme décentralisée, c'est que vous signez les termes et conditions de cette plateforme. Et si Binance veut récupérer tous les tokens qui sont airdrop, c'est dans leur droit en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand les utilisateurs, faut comprendre que les utilisateurs quand ils utilisent un système centralisé, ils n'ont pas accès à la finance décentralisée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils perdent les, 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 les raisons pour lesquelles en fait, la finance centralisée est intéressante. C'est-à-dire en fait, pour tout ce qui est les airdrops, pour tout ce qui est en fait accès aux produits centralisés. Là, c'est sûr que si vous vous mettez dans un environnement centralisé, eh ben, vous n'allez sûrement pas recevoir les différents cadeaux que la finance décentralisée peut vous offrir. Avec tout le recul maintenant que tu as sur l'écosystème, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, qui ne connaît pas grand-chose? Alors, au moment, en plus, où on enregistre cet épisode, les Layer 2 ne sont pas du tout la norme sur la DeFi, c'est encore Layer 1 avec tous les frais et la congestion qu'on lui connaît, donc c'est peut-être pas encore au petit porteur possible, mais voilà, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, qui potentiellement ne connaît pas trop la crypto, ou qui a un peu de crypto et qui ne sait pas comment faire? C'est peut-être le moment de parler de StakeDAO que tu as créé, qui sert justement à onboarder les gens dans la DeFi. Bah, en fait,
ce qui est intéressant, en fait, nous, donc Stack Capital, on fait tourner des validateurs depuis pas mal de temps. On est arrivé à beaucoup de asset under management. Et en fait, la question qui se posait, c'est que le retail voulait avoir accès à ces produits. Or, en l'occurrence, avoir accès aux produits de la DeFi, c'est relativement complexe. Il faut pouvoir s'intéresser. C'est pas amené au monde du retail qui va utiliser des applications comme Instagram, comme Facebook ou choses comme ça. Et donc, c'est plutôt relativement complexe. Il faut y passer beaucoup de temps. Donc, en fait, ce qui s'est passé avec StakeDAO, c'est qu'en fait, c'est de pouvoir offrir une plateforme extrêmement simple, sans rentrer dans le détail du gaz, des temps de transaction, ou alors les différents protocoles. Donc, en fait, StakeDAO ne donne pas en fait accès à l'ensemble de la DeFi décentralisée parce qu'elle est énorme et en plus, ça change tous les jours. StakeDAO, en fait, vous donnez en fait les produits qui ont été sélectionnés qui, d'après la DAO, d'après les personnes qui sont tout incentivisées à pouvoir faire le succès de StakeDAO, qui vont en fait vous donner un produit qui va être maximisé pour vous. Donc, par exemple, vous avez des stratégies qui sont conservatrices, des stratégies qui vont être medium et des stratégies qui vont être à haut risque. Et c'est une stratégie en fait conservatrice, ça va être par exemple investir dans un protocole comme Curve ou investir dans un protocole comme AV de landing. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer au cours du temps. Donc, sur les prochaines stratégies, on va permettre en fait d'aller capturer le meilleur taux de rendement tout en fait en payant le minimum de gaz. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, le minimum de fees. Quand vous avez une stratégie qui détient 25 millions de dollars, quand nous, en fait, on va la changer sur une autre stratégie, c'est forcément 25 millions de dollars divisé par, je veux dire, le taux si vous avez payé, je sais pas, on va payer 750 dollars. Si vous allez vouloir faire vous-même toutes ces différentes transactions, 750 dollars divisé par 25 millions de dollars, c'est pratiquement insignifiant. Et c'est là le but, en fait. C'est de pouvoir, en fait, offrir des produits de finance qui étaient extrêmement sophistiqués, qui sont toujours sophistiqués dans la finance traditionnelle, mais pour la finance décentralisée et pour des acteurs qui n'ont pas besoin d'avoir des capitaux énormes en entrée. Et ça permet du coup à des gens qui ont un petit portefeuille de placer dans la DeFi et pas sur la BSC avec les risques que ça engendre. Et on parlera un petit peu tout à l'heure des hacks et tout ce que tu as pu observer, notamment avec le Rect. Mais avant ça, comment tu vois ce futur d'Ethereum et de la DeFi? On en voit un bout avec StakeDAO notamment, mais la suite, comment tu la vois? Est-ce qu'un jour, tu penses qu'on pourra régler le problème du collatéral, par exemple avec des sociétés qui pourraient donner des Ethers en échange d'hypothèques de la maison ou d'autres objets? Est-ce que ça peut s'imaginer? Bien sûr, c'est pour ça, par exemple, qu'un projet comme Blackpool va permettre, là, dans quelques semaines, va permettre en fait de déposer des NFT. Mais en fait, on pense souvent aux NFT dans le monde du jeu, ou Sora, ou Decentraland, Axie Infinity, choses comme ça. Vous pouvez très bien avoir de la dette, donc l'autorisation de la dette, ou alors des contrats qui permettent, en fait, si vous signez un contrat qui vous donne, par exemple, dans l'immobilier, si vous avez Realty, ces tokens-là, en fait, peuvent être très bien utilisés. Vous pouvez très bien les mettre dans une pool comme via Centrifuge ou TeamLake qui permettent en fait d'aller déposer des assets tokenifiés et par-dessus, aller emprunter. Donc, vous pouvez aller emprunter par-dessus et ensuite, après, aller placer ça dans des stratégies qui sont moins risquées ou plus risquées sur StakeDAO. Et ce qui permet en fait d'avoir, par exemple, vous pourriez très bien penser à par la suite, dans un avenir assez proche, de tokeniser votre voiture, tokeniser un bien immobilier et pouvoir en fait aller emprunter par-dessus et prendre des effets leviers ou alors aller se hedger sur différents produits financiers. Ouais, et ça pourrait arriver plus vite qu'on ne le pensait. C'est vrai que Marc me disait que ça pouvait arriver très vite. Moi, je pensais dans 30, 40 ans, mais ça pourrait être bien plus rapide que ça. Ah non, là, je pense que déjà, ce qui arrive déjà cette année, c'est cross-chain. Donc moi, j'ai pas mal travaillé là-dessus, mais avec Stack Capital, j'avais réalisé un document en 2017 qui a créé le concept du liquid staking. Et en fait, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir staker dans différentes chaînes, mais sans avoir son collatéral qui soit locké. En fait, il est locké, et vu qu'en fait, on imprime un produit dérivé par-dessus, une sorte de bond qui représente votre pourcentage à l'intérieur du protocole qui est locké, ça vous permet en fait d'accéder à d'autres produits financiers par-dessus. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, par exemple, sur StakeDAO, vous allez avoir la capacité de pouvoir balancer vos assets de chaîne à chaîne. Donc, vous allez pouvoir passer
Polkadot à Tezos, Tezos à Cosmos, Cosmos à Binance Chain, après de revenir sur Ethereum. Et ça va permettre en fait de pouvoir faire de l'arbitrage au niveau de ces différents protocoles, de pouvoir aller staker dans ces différents protocoles et aussi de pouvoir faire des swaps. Donc, si vous voyez qu'il y a un produit qui est beaucoup plus avantageux sur une autre chaîne, vous allez pouvoir mettre votre liquidité sur cette chaîne-là, revenir et rebalancer. Et en fait, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que c'est vraiment un produit, c'est vraiment un decentralized exchange. C'est que DAO a la vocation d'aller sur des marchés comme Binance ou des FTX ou des BitMEX en offrant des produits complètement décentralisés, au lieu que ce soit des produits centralisés. Et forcément, quand vous êtes acteur et vous déposez de l'argent ou vous faites de l'activité sur StakeDAO, tous les profits qui sont générés vous reviennent. Donc, en fait, on les redistribue aux acteurs qui participent dans le projet. La question que souvent j'entends, c'est mais comment vous faites pour faire de l'argent? En fait, nous, vu qu'on a aussi des parts dans le projet, plus il y a de volume et de fees qui sont générés sur le projet, et plus on distribue ça à ceux qui détiennent la gouvernance du projet, plus on est gagnant, donc mieux c'est. Donc en fait, c'est ça, en fait, c'est un système qui est sans fin. Au lieu d'avoir un système centralisé comme Binance où les profits sont redistribués à la compagnie, la holding en Asie, là en fait, nous on redistribue l'ensemble des profits sur les utilisateurs qui utilisent le produit. Et les airdrops, justement, on en parlait tout à l'heure, vous en aviez fait avec StakeDAO à la sortie. Ça coûte cher de faire un airdrop? Non, parce qu'en fait, c'est un drop intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les gens qui vont venir claimer leur token. Et donc, en fait, c'est à eux, dans leur côté, de payer le gaz. De notre côté, c'est qu'on monte en fait ce qu'on appelle un Merkle Tree, qui en fait contient l'ensemble des différentes interactions sur les différents protocoles qu'on a sélectionnés pour faire du airdrop. Et ensuite, après, ça leur calcule en temps réel leur total de tokens qu'ils devaient distribuer. Mais par exemple, en token de gouvernance, on a distribué 1,5 million de STT tokens qui, en termes de reward de gouvernance, qui sont évalués à l'heure du airdrop, qui étaient aux alentours de 20 millions de dollars, qui ont été distribués à ceux qui avaient fait de l'interaction sur des protocoles de gouvernance, mais vraiment, vraiment poussés dans la gouvernance, tels que Curve, Wayearn, des produits comme Balancer, Compound, et aussi distribution de tokens au Gitcoin, à ceux qui avaient fait des donations au niveau du protocole Gitcoin sur les différents projets pour améliorer la finance décentralisée. Il y a aussi une bonne partie qui a été à ceux qui avaient des Julien tokens et une autre partie, je sais plus qui a été sur quoi, mais voilà, c'est un petit peu ça. Donc à peu près 20 millions de dollars en rewards de token gouvernance pour les gens qui avaient participé à l'écosystème de la DeFi. Et le Julien Token, du coup, c'est un token qui porte ton prénom et qui donne plein d'avantages sur ce que tu fais. Exactement. Donc, les détenteurs de Julien Token, c'est le but en fait, c'est de pouvoir en fait de tous les projets que je vais monter, que je suis en train de monter ou qui vont être montés par la suite, les gens qui ont ce token-là recevront des gouvernance tokens en proportion de leur détention. Et par la suite, pourquoi pas, je suis en train de voir avec les avocats, et pourquoi pas distribuer un certain pourcentage de l'ensemble de mes investissements dans l'écosystème de la DeFi à tous ceux qui ont accès aux gouvernance tokens de Julien. Tout à l'heure, tu disais que tu avais travaillé sur tout ce qui était cross-chain. Là, on va parler peut-être un peu plus de Polkadot, Avax, Binance Smart Chain qui a fait ses preuves récemment sur la DeFi. Quelle vision tu as sur ces autres chaînes, justement, qui prônent une DeFi pour ce qui est de la DeFi plus rapide et moins chère qu'Ethereum? Est-ce que elles auront leur place demain sur une blockchain Ethereum qui sera en layer 2? Je pense que dans leur intérêt à l'heure actuelle, déjà en plus, les différents projets, les projets ou innovations qui sont en train de se passer sur les différentes autres chaînes comme Binance, Phantom et les autres chaînes, la seule innovation qu'il y a, il y a zéro innovation. La seule chose pour laquelle en fait ces projets avancent, c'est parce qu'en fait ils ont fork ou pas vraiment fork, mais ils ont plutôt en fait implémenté l'IVM en fait, Ethereum Virtual Machine à l'intérieur de leur chaîne, ce qui leur permet d'aller fork et cloner l'ensemble de tous les projets qui sont faits sur Ethereum et donc les ramener dans leur propre chaîne. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un zombie vampire en fait, où ils aspirent l'ensemble des projets sur leur propre blockchain. Et c'est là en fait et la raison pour laquelle en fait c'est intéressant pour ces chaînes-là d'exister, c'est parce qu'en fait Ethereum n'a pas encore release vraiment l'aspect ce concept de payer. À l'heure actuelle, c'est lent de faire des transactions sur Ethereum, mais ça coûte cher.
Or, ces blockchains-là sont centralisées. Donc, ils ont au maximum 10 validateurs ou, ou une vingtaine de validateurs sur leur réseau, ce qui leur permet en fait d'offrir des transactions beaucoup plus rapides et des transactions à zéro coût. Parce qu'en fait, soit ces transactions-là sont subsidized, et en fait, ça ne permet, ils n'ont pas besoin en fait d'aller faire des puissances de calcul ou alors d'avoir un système décentralisé puisqu'ils sont centralisés. Et en fait, bah, pour eux, ce qu'ils font en fait, c'est ils vont copier l'ensemble des projets qui sont sur Ethereum, copier la chaîne, et leur but c'est d'aller sur une acquisition d'utilisateurs extrêmement rapide pour pouvoir par la suite faire en sorte que ces utilisateurs en fait n'ont aucun intérêt de sortir de cet écosystème, qui soit par exemple Binance, parce que en fait, on sait très bien qu'un utilisateur qui rentre sur Android va très avoir du mal à aller sur iPhone, sur iOS et vice versa. Donc en fait, c'est le but en fait, c'est de capturer ces utilisateurs extrêmement rapides et de pouvoir après par la suite d'aller vers de la décentralisation. Donc en fait, eux, ils commencent par un système centralisé en forquant ou clonant l'ensemble des projets qui sont successful sur Ethereum. Et ensuite, par la suite, je pense qu'ils offriront des projets décentralisés. Donc ils partent de la décentralisation pour aller ensuite après sur la décentralisation. Récemment, il y a Mark Zeller qui a fait un petit tweet. Mark Zeller qu'on a reçu récemment dans un podcast et qui travaille chez AAV, le protocole de lending dans la DeFi, le protocole phare de lending dans la DeFi sur Ethereum, qui disait, en gros pour vulgariser, le succès de la BSC, c'est l'échec de l'arrivée des Layer 2 qui mettent trop longtemps à arriver. Donc voilà, faut qu'on se bouge pour les sortir, en gros, hein, pour vulgariser un peu. Je déforme sans doute, mais j'ai pas le tout en tête. Mais est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Le problème, en fait, c'est que c'est pas une question de latence, en fait. C'est que faut vraiment que les gens comprennent que Ethereum, c'est depuis 2014. C'est vraiment le seul réseau après Bitcoin. Bitcoin qui est considéré comme une store of value, donc ça peut être considéré comme l'argent, comme l'or qui est stocké dans des banques centrales, comme à l'époque. Ça peut être considéré comme ça. C'est extrêmement dur à bouger l'or, donc c'est extrêmement dur de bouger du Bitcoin ou de faire des choses avec du Bitcoin. Et c'est tout l'intérêt, en fait, c'est vraiment pour stocker une valeur. Et ensuite, le protocole qui a été créé par la suite, c'est Ethereum. Ethereum, lui, c'est vraiment c'est vraiment l'Internet, en fait. C'est vraiment ce concept tout de rendre la data complètement intelligente. Et si on prend le fait qu'en fait, Ethereum a 7 ans d'ancienneté, forcément, quand on parle d'une technologie qui est de 7 ans, la bouger sur un nouveau système ou une nouvelle recherche, ça prend du temps. Et en fait, il faut s'apercevoir en fait que l'ensemble des projets qui sont à l'heure actuelle déployés comme Phantom, comme Binance, pas Binance, mais comme Polkadot, Cosmos, comme ça, c'est en fait de la recherche qui a été faite sur Ethereum. C'est d'ailleurs ethresearch.ch, c'est l'ensemble de 99,18%, je pense, de la recherche à l'heure actuelle qui est faite dans la blockchain, provient d'Ethereum. Mais ce qu'en fait, forcément, pour l'implémenter dans Ethereum, qui est un système qui est relativement ancien quand on prend dans le concept dans l'écosystème de la blockchain, c'est extrêmement compliqué d'aller bouger 300 milliards de market cap sur un nouveau système. Il faut s'assurer en fait que la transition elle est facile. Et donc forcément, un projet qui va lui partir d'une recherche de bootstrap de zéro et qui va implémenter directement la recherche à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple. Donc aller dire que Ethereum a mis du temps à implémenter, oui peut-être, mais parce qu'en fait c'est une recherche fondamentale et c'est extrêmement compliqué d'aller migrer sur un nouveau protocole. Et pourtant, c'est quand même eux qui drivent tout l'écosystème de la recherche. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est des blockchains qui vont dire, ah oui, mais Ethereum ne veut pas scale, Ethereum ne veut pas aller rapide, Ethereum n'est pas rapide, Ethereum est cher. Mais la raison pour laquelle, en fait, tout l'écosystème existe, c'est parce qu'en fait, il y a Ethereum. Il y a quelques semaines, tu étais sur le live du confrère Cryptomatrix. Salut s'il nous regarde. Tu disais qu'avec Curve, vous aviez imaginé une nouvelle manière d'échanger des stablecoins sans slippage. C'est une révolution assez importante dans la DeFi, parce que même dans la finance, parce que ça permettrait d'échanger des montants astronomiques rapidement. Est-ce que tu peux revenir dessus? Il y a vraiment le avant cette feature et le après dans le monde de la DeFi. Il faut savoir, en fait, dans le monde, quand vous faites des swaps, par exemple sur Uniswap, Binance, choses comme ça, si vous faites des énormes montants de swap, vu qu'en fait, ce qu'on appelle les auto-market makers et qui sont contrôlés par une bande curve, c'est par exemple Uniswap ou Balancer sont pas faits en fait pour aller faire des énormes montants. Donc, on le voit très bien. Si vous allez sur Uniswap, vous faites un swap de 10 000, 50 000 dollars ou même 100 000 dollars, ça va vous faire un énorme slippage. Ce que veut dire en fait un slippage, c'est qu'en fait vous allez créer
vous allez perdre parce qu'en fait, ce qui va aller dans la pool va pas être suffisant et donc ça va créer en fait, vous allez payer 1 ou 2% de seepage. Dans Curve, c'est sur des stablecoins et ce qui fait qu'en fait, si vous voulez swapper dans une pool, mon Curve c'est stable entre elles, donc vous pouvez stopper des énormes volumes, mais vous allez relativement toucher un petit peu aussi un petit seepage. Là, ce qui va se passer, en fait, c'est comment on pouvait en fait arriver à swapper dans une pool de stablecoins qui sont pas crypto à crypto, swapper par exemple du ETH vers du dollar ou du ETH vers du BTC. Et en fait, ce qui a été fait, en fait, c'est que on passe par le produit Synthetix. Donc Synthetix, qui est une plateforme de produits dérivés qui permet en fait de tokeniser n'importe quel asset en faisant en sorte que la dette qui permet de backer ces ensembles d'assets sont au moins 7 fois plus grandes. En fait, les assets qui sont backés, le Synthetix qui est derrière, qui permet en fait d'aller backer certains assets, au moins il y a 7 fois au moins la réserve derrière. Comme ça, si le marché casse la figure, ça permet en fait de prévenir, sans rentrer dans les détails, ça permet en fait de prévenir des mouvements de marché qui soient assez colossaux. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait en fait? On va permettre en fait d'utiliser Synthetix, le Synthetix donc virtuel, qui va permettre en fait de swapper les assets intérieurs. Donc, par exemple, si on va passer par exemple de ETH à BTC ou à USDC, on va envoyer les ETH dans Synthetix. Ensuite, on va utiliser en fait un système donc passé en fait via du dollar vers Synthetix. En fait, vu que ça en fait ça prend du temps, ça prend quelques minutes, on va imprimer un NFT qui va représenter ce swap qui est en train d'être fait. Et en fait, vous allez recevoir ce NFT. Et après, quand le transfert est effectué dans Synthetix et que le settlement il est fini, vous pouvez en fait arriver à claimer votre swap. Ça se fait après quelques minutes, donc par exemple 6 minutes. Et en fait, on se rend compte en fait que dans la finance traditionnelle, ça, en fait, ça permet quoi? Ça permet de transférer des énormes volumes. Vous pouvez par exemple très bien transférer 45 millions ou 50 millions de volumes. Ça dépend en fait de plusieurs facteurs sur Synthetix, notamment la dette, mais aussi via Chainlink, via l'oracle de Chainlink. Donc, ça dépend de plusieurs concepts. Mais en fait, sans rentrer dans les détails, dans la finance traditionnelle, si vous vouliez faire ça, en fait, ça prendrait des mois. Ça prendrait en fait ce qu'on appelle un MCV, donc multicollatéral party, MCP. Et en fait, de signer imaginez la Société Générale, Crédit Agricole, veulent échanger 40 millions d'euros via du dollar parce que Crédit Agricole veut du dollar, parce qu'il y a une entreprise chez Crédit Agricole qui veut faire un deal avec les Américains. Ça, en fait, vous pouvez compter plusieurs semaines. Et des lawyers, des intermédiaires qui vont vérifier que de chaque côté il y a bien que d'un côté il y a bien l'argent, que de l'autre côté en fait ils signent bien il y a aussi l'argent et pouvoir faire le swap. Or là, Curve vous permet de faire ça en quelques minutes et sans slippage. C'est ça qui est tout intéressant. C'est qu'en fait, vous allez pratiquement avoir zéro slippage sur des énormes volumes. Et quand on compare la finance traditionnelle, on est là au super la finance centralisée a offert un produit qui est beaucoup plus avantageux. Et pourtant, en fait, on est dans des temps de latence sur des blocs et des choses comme ça. Mais c'est aussi beaucoup plus compétitif que d'aller sur un exchange centralisé comme Binance, Bitfinex ou NTX ou BitMEX. En fait, ils ne peuvent pas. Si vous arrivez sur 10 millions de dollars sur Binance, vous voulez échanger du Bitcoin sur du USDC, vous allez créer une énorme candelle rouge qui va vous permettre d'être bien slippé, quoi, d'un bon slippage. Et ça, clairement, ça doit être un game changer pour les institutionnels qui regardent depuis un petit bout de temps la DeFi et qui rentrent parfois à l'intérieur, mais là, ça doit vraiment leur faire tilt. Mais toi, justement, qui commente un peu les hacks dans les protocoles DeFi, est-ce que là, justement, ça leur fait pas peur et c'est pernicieux pour le développement de l'écosystème au sein des institutionnels? Je pense que donc nous, on a une petite équipe chez REC qui rédigeons ces articles donc on a quand même une bonne interaction avec le monde de tout ce qui se passe dans la finance décentralisée et aussi via les autres projets, on a quelques contacts et interactions avec la finance traditionnelle. Je pense que oui, à l'heure actuelle, le fait d'aller voir et c'est ce qu'ils essaient de faire en fait, c'est vraiment du lobby dès qu'il y a une chose assez dramatique d'un hack ou d'un exploit qui se passe sur la finance décentralisée, sur la DeFi, tout de suite, en fait, c'est les gros journaux dans le monde de la tradi.
comme quoi la blockchain c'est dangereux, Bitcoin c'est dangereux, Ethereum c'est dangereux. Maintenant, ça commence à changer, puisqu'il y a des gros acteurs comme JP Morgan, comme Elon Musk, qui ont commencé à s'intéresser à la crypto-monnaie, et notamment avec Bitcoin, donc ça rajoute un peu plus de légitimité, donc ils commencent à s'intéresser. Mais oui, c'est tout à fait intéressant, en fait, de voir cet aspect, quoi. Je voulais aborder également avec toi le thème des liquidations, parce que on le traite, nous, parfois à Cryptos, et ça fait souvent le gros titre des journaux, quand il y a des journées un peu rouges ou ça corrige un peu sévère, il y a pas mal de liquidations, 4, 5, 6, 7 milliards de dollars liquidés dans la DeFi, et c'est un peu complexe des fois de comprendre pourquoi, et c'est un vrai travail d'être liquidateur et que c'est un travail important en fait dans l'écosystème DeFi parce que c'est ça qui fait tenir les prêts collatéralisés ou quand ils sont sous-collatéralisés justement. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce travail des liquidateurs s'il te plaît? La DeFi existe parce qu'en fait, il y a des gens qui prennent des arbitrages. Euh, Pourquoi en fait, je veux dire ça? En fait, c'est que s'il y avait personne qui prenait des arbitrages, il n'y aurait pas de finance décentralisée. Et c'est un peu la même chose dans la finance traditionnelle. C'est qu'en fait, que si euh, personne s'amusait à aller faire du market maker, donc en fait, ce qu'on appelle en fait d'aller donner de la liquidité et acheter de la liquidité sur les plateformes centralisées, il n'y aurait pas de possibilité d'échanger. Vous ne pourrez pas échanger vos euros pour des bitcoins ou des dollars pour des bitcoins ou de bitcoin à BTC. C'est parce qu'en fait, vous avez des gens en fait qui vont être dessus, qui vont fournir ce service avec avec des systèmes de serveurs qui tournent. Et donc ça, c'est dans la finance un peu donc dans les exchanges comme ça. Et dans la finance, là, lorsqu'on arrive avec ce nouveau mouvement de l'année 2020, la finance décentralisée, vous avez des acteurs qui vont faire les emprunts, qui vont déposer sur AV, qui vont emprunter par-dessus. Donc, par exemple, vous pensez que Ethereum va aller beaucoup plus haut en valeur. Mais par contre, vous avez besoin de liquidité. Soit, je sais pas, pour manger ou pour acheter une maison ou machin truc. Vous déposez votre liquidité sur AV, donc des IS que vous voulez garder parce que vous pensez qu'ils seront beaucoup plus. Vous n'avez pas envie de les vendre parce que si vous les vendez, vous les avez plus. Donc vous les déposez sur AV. Et ce que vous allez faire, vous allez emprunter par-dessus. Ce que vous allez emprunter, donc par exemple, je ne sais pas, des dollars en DAI ou SDC, choses comme ça. Et avec ces dollars-là, vous allez les investir. Sauf que vous avez un quotient, un ratio en fait d'emprunt. Ce qui vous permet en fait de garantir le protocole AV va permettre de garantir que vous n'allez pas partir, vous n'allez pas en fait, il ne peut pas en fait imprimer de l'argent. Donc en fait, si vous perdez, si par exemple le Ethereum se casse la figure, il faut pouvoir en fait arriver à récupérer, que le protocole arrive à pas perdre de l'argent. Donc en fait, ce qu'on appelle en fait un ratio. Vous allez avoir un ratio par exemple de je sais pas 170%. Donc vous allez devoir en fait apporter. Et le truc, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que si le marché se casse la figure en IS, en valeur de nominale IS, vous allez vous faire liquider. Or, le problème, en fait, c'est qui est-ce qui liquide? Et en fait, pour garantir que les gens rachètent la dette ou qui permettent de la liquidation, il faut avoir des acteurs comme moi ou comme d'autres personnes. Or, ces acteurs-là, en fait, qui sont assez réactifs. Les gens, en fait, jugent les personnes qui font de la liquidation comme moi, qui font de l'arbitrage, comme des sortes de vautours. Mais là, en fait, c'est la raison pour laquelle, en fait, tous les accès aux services qu'ils ont, que ce soit le lending, que ce soit le fait d'acheter ou de vendre de la crypto, que ce soit en fait le fait d'aller faire du leverage, le fait d'aller participer dans des marchés, des auctions, comme ça, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui font tourner des serveurs et qui, en fait, dans le monde entier, dépensent des sommes astronomiques. Moi, je dépense entre 30 000 et 50 000 dollars par mois chez Amazon. Donc, 1 million d'euros à l'année. Et ça, en fait, il faut que je justifie ce coût. En fait, il faut que j'arrive à générer beaucoup plus que 50 000 dollars par mois pour ces événements. Et ces événements-là, en fait, sont occasionnels. C'est-à-dire qu'en fait, une liquidation va arriver une fois tous les... Genre, une grosse liquidation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle des black swan ou alors des systèmes de bear market où le marché va s'effondrer de 25% ou 20%. Ça n'arrive au moins une fois tous les 6 semaines ou une fois tous les mois. Juste comme ça. Donc, en fait, il faut arriver à compenser cette dépense qui sont des serveurs, qui ont des systèmes de load balancer, des systèmes de créer des... En fait, le but, en fait, c'est de créer des nœuds qui vont être extrêmement proches des miners. Donc, en fait, vous allez avoir un accès aux miners extrêmement rapidement. Vous allez aussi devoir monitorer en temps réel la main pool sur Ethereum pour aller comprendre qui est-ce qui sera le prochain miner, qui est-ce qui va faire la transaction avec un gros volume sur Uniswap. Et ça vous permet en fait d'aller analyser la blockchain en temps réel, donc ça coûte extrêmement cher. Et ensuite, après, d'aller prendre vos décisions. Ça, c'est des choses comme ça qui sont importantes. Et donc,
pense que oui, je suis un des acteurs principaux dans le système de liquidation sur la blockchain, mais ça demande des heures de travail, des coûts astronomiques. Et donc, en fait, participer dans le système de liquidation ou d'arbitrage sur Ethereum ou sur d'autres chaînes, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous arriviez avec des capitaux assez gros. Pourquoi? Parce qu'en fait, la compétition, elle est rude. Si vous voulez vraiment vous positionner sur le marché de la liquidation, le marché de l'arbitrage, même en prenant des flash loans, il faut quand même arriver avec des infrastructures et du DevOps. Vous avez du DevOps, vous avez de l'intelligence au niveau de la compréhension des smart contracts, et vous avez aussi tout ce qui est système de compréhension crypto-économique de différentes de la blockchain pour savoir quelles sont les interactions. Par exemple, s'il y a des gros volumes sur Uniswap ou le marché est en train le marché est en train de tomber, alors il y aura beaucoup de volumes qui vont aller sur Curve. Donc, ça va changer tel truc sur Curve. Donc, ça va aller impacter sur AV le système de lending. Les gens vont devoir emprunter beaucoup du SDC, donc ils vont aller se mettre sur Curve pour aller fournir l'équité parce que en fait la 3 pool en fait elle est en un montant de 25%. Or, si les gens empruntent beaucoup d'équité et qui se font sur AV et que les gens en fait ont emprunté du SDC, c'est-à-dire qu'en fait leur système va monter à 80% de borrowing rate et là ils sont liquidés. Voilà. Mais en fait, il y a plein de trucs, ça marche par cascade. C'est un énorme Lego. Il faut que si vous touchez un Lego qui est un peu construit en forme de domino, c'est-à-dire qu'en fait, si vous touchez un seul domino, il faut arriver à comprendre l'impact sur l'ensemble de votre jeu, quoi. Et on n'en a pas encore parlé, mais tu réalises également des audits de smart contracts, donc tu regardes les protocoles et tu juges en fonction de comment ils sont construits, s'ils sont plus ou moins sûrs et s'ils sont plus ou moins résilients à des attaques potentielles. Alors justement, comment on fait pour regarder un protocole? Sur quoi on se base pour se dire, ok, celui-là, il est résistant à cette attaque potentielle, celui-là à celui-ci, et comment du coup on lui met une note sur 20 par exemple? Ben, ce qui est compliqué en fait dans la DeFi, c'est pas forcément En fait, il y a deux choses en fait. Soit en fait c'est un bug dans le contrat, et ça en fait c'est un problème de construction ou de compréhension du code ou de pouvoir monter du code qui soit secure. Et après, l'autre aspect, c'est en fait l'interaction. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie la théorie des jeux ou la crypto économique, qui va faire en sorte que même si votre système, en fait, il a l'air safe, vous avez pris des garanties. Par exemple, le fait de dire, euh, je pense en fait que je fais tout mon système pour que mon système arrive à absorber des marges de 50 millions de dollars de swap, choses comme ça. Et donc, forcément, si déjà, par principe, le code n'est pas mauvais. En fait, le code est bon. Mais c'est-à-dire, en fait, que la personne qui a codé le smart contract ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait des flash loans. Et donc, des flash loans qui permettent, en fait, d'aller avoir une liquidité à 100 millions de dollars, par exemple. Et ça, en fait, c'est un problème ou un problème, en fait, de design d'architecture et non pas de code pur, mais vraiment de design. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à comprendre les interactions. En fait, quand on construit un projet dans la DeFi, on n'est pas seul, en fait. Donc, il faut considérer son projet comme une black box et que tout ce qui est à l'extérieur de la black box peut tout arriver. Peut tout arriver. Et il faut arriver à coder son code à l'intérieur, donc un code du smart contract, qui permet en fait d'avoir ce système en fait d'être complètement isolé et de pas en fait de dépendre de projets extérieurs qui sont par exemple susceptibles d'être hackés. Parce que si vous dépendez d'un projet qui est susceptible d'être hacké, vous allez être hacké par la suite. Et c'est ce qui se passe par exemple un des plus gros. Moi j'appelle ça des arbitrages, mais beaucoup de personnes appellent ça des hacks ou des exploits. C'est-à-dire en fait le fait d'aller faire des énormes mouvements sur un projet comme Uniswap qui va aller en fait modifier ou un autre projet qui va par exemple modifier en fait le système d'Oracle, donc le prix qui va être retourné, et donc après s'amuser soit à récupérer des jetons gratuits parce que en fait ce que l'Oracle nous retourne est inférieur au prix du marché, soit en fait aller imprimer des jetons parce que en fait sur un système de lending ou de leverage, il apparaît en fait on est over collateralized, donc on a mis beaucoup trop de liquidités alors qu'en fait c'est pas vrai, parce qu'on arrive avec un flash loan et ça nous permet en fait de pouvoir faire des mouvements sur la DeFi qui vont après impacter différents protocoles. Et si notre protocole a été monté en, 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 en se disant que l'autre protocole était safe, c'est là en fait qu'il y a l'erreur. C'est compliqué de lutter contre ça, quoi. Moi, je pense pas que c'est compliqué de lutter contre ça, au contraire. C'est qu'en fait, la raison pour laquelle en fait Rect existe, c'est parce qu'en fait les systèmes sont mal dimensionnés, ils sont mal architecturés.
si on part dans un principe que la finance décentralisée, elle est accessible à tous, disponible à tous, et qu'elle peut être en fait modifiée et accessible par n'importe quel acteur sur la DeFi, il faut pouvoir garantir que celle-ci est sécure. Pour la raison pour laquelle une banque est sécurisée, c'est pas parce qu'en fait la banque vous dit qu'elle est sécurisée. C'est parce qu'en fait vous avez des acteurs malicieux ou des acteurs externes qui ont essayé de hacker la banque. La raison pour laquelle on a des systèmes de cryptographie qui permettent en fait d'avoir des encryptions mathématiques sur différents systèmes d'encoding, par exemple un des plus connus dans le monde entier et qui a été créé par la France, c'est le système de cartes à puce qui sont sur les systèmes de cartes de crédit qui permettent en fait d'avoir un système d'encryption mathématique. La raison pour laquelle on a tout ça, c'est parce qu'en fait, les gens qui ont essayé de hacker. Donc, notre système, en fait, est sécure que si, en fait, on a des acteurs qui permettent de hacker. Dans la finance décentralisée, la raison pour laquelle on va arriver à une finance qui soit complètement décentralisée et safe et sécure, c'est parce qu'on aura des acteurs qui vont participer au fait de la rendre beaucoup plus sécure. Et je pense que les flash loans sont existentiels à cette construction de cette finance. Pourquoi? En fait, parce qu'en fait, elles donnent des moyens à des gens qui n'ont pas forcément accès à ces produits, à ces sommes de liquidité pour aller tester ces produits. Le flash loan existe dans la finance traditionnelle. Le flash loan est en fait ce qu'on appelle les venture business capital, les banques, les assurances qui ont accès à des montants colossaux et qui permettent en fait de faire des transferts d'argent impressionnants entre différents systèmes. Et donc la finance décentralisée, en fait, c'est considéré comme les flash loans. Un développeur peut très bien aller demander une liquidité de 50 millions de dollars et faire quelque chose avec ces 50 millions de dollars. Et donc, en fait, c'est indispensable à l'évolution de la blockchain et de flash loan. Il y a quelques mois, il y a une news qui avait pas mal marqué l'écosystème crypto. C'était le hack de Cover. C'était en décembre au moment des fêtes de Noël. Le hack du protocole Cover qui s'était vu créer des dizaines de milliers de tokens du protocole, donc qui s'appelait le Cover, à partir de rien. Et son prix s'était effondré. Et quelques heures après la super sur Twitter, Grab Finance, un autre protocole, avait tweeté voilà, on vous rend l'argent, faites attention à votre merde, ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des protocoles ou des acteurs de l'écosystème qui en attaquent d'autres dans l'objectif de montrer la vulnérabilité de leur smart contract ou autre, parfois en rendant ou non d'ailleurs les sommes qui ont été piquées? Moi, je pense que j'ai un petit peu mon avis. Je pense pas que c'est. En fait, il faut vraiment penser, en fait, la DeFi, en fait, il y a l'iceberg. C'est un peu comme le Titanic, quoi. Le Titanic qui voit le bout de l'iceberg, mais en dessous de l'iceberg, il y a énormément de choses qui se passent. Et donc, lire des choses qui se passent sur la DeFi, faut pas croire tout ce qui se passe sur Twitter. Ce que je veux dire, en fait, il faut vraiment croire ce qui se passe sur la blockchain. Et donc, des acteurs qui vont passer du temps à aller voir une faille et ensuite, par la suite, dire on est gentil, on a trouvé la faille, on vous la donne. Or, cette faille-là, en fait, on la trigger et ça vous a causé énormément de dommages. Je pense qu'il y a autre chose qui se passe, en fait. C'est des coups bas, c'est des systèmes qui permettent, en fait, de déstabiliser notre protocole pour pouvoir, après, par la suite, faire des rachats, faire des mergings, parce que, en fait, il y a énormément de lobby, il y a énormément de choses qui se passent. Si vous vous faites attaquer et que vous perdez 30 millions de dollars et que derrière, vous devez vous expliquer par rapport à la communauté et aussi des poursuites légales, il faut savoir que derrière, il y a des gens qui arrivent et qui vous disent, écoutez, nous, on a beaucoup plus connaissance de votre protocole, on sait comment le sécuriser, rejoignez-nous, on rembourse aux utilisateurs. C'est des systèmes, en fait, de finance de requins, et tout se passe dans la finance décentralisée. Ce qu'on est en train de monter, c'est pas un jeu de bac à sable, hein. C'est vraiment la finance, une quatrième révolution industrielle. Et donc là, à l'heure actuelle, il y a des acteurs qui sont en train de se mettre au devant de la scène pour devenir les prochains, si on considérait ça dans le monde de la finance traditionnelle, les prochains Google, Yahoo, Facebook, des choses comme ça. Et donc, c'est des énormes conglomérats qui vont arriver à avoir plusieurs entreprises sur leur coupe et pouvoir prendre des parts de marché. Mais là, à l'heure actuelle, la mission première de la DeFi, c'est aller chercher des volumes, chercher des fees, chercher des utilisateurs et à n'importe quel coût, quoi. Il me reste deux questions. Une un peu plus complexe qui prendra peut-être un peu plus de temps à répondre, qui concerne la place de la France sur l'écosystème blockchain. Ton point de vue là-dessus. Et la deuxième un peu plus rapide, qui n'est pas moins intéressante.
qu'est-ce qui donne la valeur d'un token? Vous avez donné votre token StakeDAO en airdrop en partie, et on peut aujourd'hui l'acheter sur les plateformes de DEX bien connues. Mais qu'est-ce qui lui donne sa valeur? Il y a certes le marché, mais il y a sans doute d'autres mécanismes. Et qu'est-ce qui fait? Quels sont ces mécanismes qui font qu'aujourd'hui Stake est à 15 $? En fait, c'est-à-dire en fait, que par exemple, à l'heure actuelle, si on pense à Curve, Curve distribue entre 400 et 500 000 $ de frais de trading par semaine aux utilisateurs qui font partie de la gouvernance. Donc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, si ça continue, à peu près 2 millions de $, de distribués par mois, donc environ sur l'année, on va dire à peu près 25 millions de $ sera distribué à tous ceux qui font partie de la gouvernance de Curve. Et en fait, Curve, comment on fait de l'argent? L'argent n'est pas virtuel. L'argent elle ne sort pas de nulle part. C'est pas du fake argent. En fait, c'est-à-dire en fait que Curve, c'est un auto-market maker. Remplacer les hedge funds, les produits financiers traditionnels qui prenaient, quand vous alliez passer de l'argent sur Boursorama, sur Crédit Agricole ou sur Société Générale, s'ils prennent votre argent dans des fonds de pension, choses comme ça, et qu'après qu'ils les placent sur les marchés financiers, eux, en fait, ils vont aller trader avec cet argent-là. Ils vont faire des profits. Et après, à la fin, ils vont redistribuer, je sais pas, garantie à 0,01% d'intérêt, alors que derrière, une banque fait des profits. Goldman Sachs, tous les ans, annonce des énormes profits. Qu'est-ce qu'ils font, en fait? C'est qu'ils redistribuent ces profits-là à la banque et aux actionnaires. Curve, au lieu d'avoir des traders externes, tout est fait par les mathématiques. Et on redistribue l'ensemble des frais à ceux qui participent et qui font venir la liquidité. Sur StakeDAO, c'est la même chose. Les gens vont apporter de la liquidité sur les différentes pools, les différentes stratégies, ou aller faire des échanges, des achats, et l'ensemble en fait, nous, on va leur garantir des performances. Donc, par exemple, sur Curve, vous allez sur StakeDAO, vous allez voir en fait les pourcentages que vous allez pouvoir en tirer. Et en fait, nous, on va charger une performance sur l'ensemble des intérêts que vous avez générés. Donc, on charge par exemple 15%. En fait, nous, notre but, en fait, c'est vous faire en sorte que vous allez gagner de l'argent. Et nous, on garantit qu'on va gagner de l'argent parce que nous, en fait, c'est notre seul business model, c'est de prendre 15% des bénéfices que vous allez faire. Et on redistribue tout ça. Et en fait, comment on donne de la valeur à un token? C'est en fait combien on est capable de générer de tokens, de dollars par rapport au token. Donc, par exemple, si on vous dit, si vous achetez le governance token de StakeDAO, qui coûte sur le marché, je ne sais pas, 15 $, si on vous dit que ces 15 $-là par mois va vous rapporter 100 $, et c'est là en fait où c'est plus important d'aller acheter ce governance token ou de le récupérer pour pouvoir le staker parce qu'en fait vous allez recevoir les rewards qui sont derrière. Et ces rewards sont plus importants que le prix sur le marché. Et donc en fait c'est quelle est la valeur, non pas la valeur du marché complètement diluée, mais c'est la valeur en fait du token en distribution. Si vous avez par exemple 2 millions de tokens en distribution et que le token vaut 10 $ sur le marché, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une valuation globale de la compagnie qui vaut 20 millions de dollars des tokens et que si on redistribue environ 10 millions de dollars à l'année sur les performances, parce qu'en fonction de la liquidité qu'on a, alors actuellement on a 250 millions de dollars sur StakeDAO. Si on redistribue 10 millions de dollars de performance fee, ce qui correspond par rapport au marché total de tokens en distribution, 20 millions de dollars, c'est-à-dire en fait 50%. 50% de l'ensemble des tokens va être généré en reward. Et c'est impressionnant. Et c'est ça en fait qui donne le prix en fait du token. C'est qu'en fait, il faut savoir en fait qu'un prix du token est bon si quand on le détient et qu'on le lock, on récupère beaucoup plus de profit que si on le vendait. Et c'est là en fait que tout arrive. Et donc, ma dernière question pour conclure cet échange, quelle est ta vision sur la place de la France dans l'écosystème DeFi et crypto en général? On voit qu'il y a plein de Français qui sont acteurs de DeFi. Je pense à Mark Zeller qu'on a reçu donc en podcast. Qu'on est un des visages, bien évidemment il y a toi, il y a Pascal Talarida avec Jarvis, mais vous n'êtes pas en France. Qu'est-ce qui explique ça et est-ce que tu penses que la France a sa place à jouer demain dans cet écosystème?
Bruno Le Maire avait dit, je crois il y a 2 3 ans, la France a loupé le coche de la révolution digitale avec Internet, ne loupera pas le coche de la révolution de la blockchain et de la machine learning. Ben, ça, je pense que c'était des paroles à l'heure actuelle parce qu'il n'y a aucun investissement. Je veux dire, je parle la Chine, je crois, qui distribue un truc comme ils investissent 1 milliard ou 2 milliards par mois dans la machine learning. Et maintenant, avec la blockchain, avec leur nouveau token qui va être tokenisé, je ne sais pas quels sont les montants, mais je pense qu'on parle en milliards par mois. Nous, si on arrive à avoir en France 1 milliard sur 5 ans, c'est déjà pas mal. En fait, je pense qu'en fait, il y a vraiment besoin que les. Le problème, en fait, c'est que, et on s'en rend compte, c'est que le marché, c'est qu'en France, on a un esprit cartésien. Et cet esprit cartésien bien à la blockchain et la finance décentralisée. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'on a énormément d'acteurs français. Moi, je suis parti de France il y a 12 ans. Et je me rends compte en fait que beaucoup de Français qui sont dans la blockchain sont dans les plus gros projets de la blockchain. Donc, par exemple, on a Marc, mais on a aussi Jordan, qui sont chez AV, qui sont les deux plus gros avec en dessous de Stani. Mais dans Curve, il n'y a pas que moi dans Curve. On a aussi Charlie, qui est aussi français. Ensuite, il y a beaucoup d'autres protocoles qui sont. Il y a Jarvis, il y a énormément de protocoles dans la finance décentralisée qui sont en fait lead ou qui sont où il y a des acteurs majoritaires dans ces projets-là et qui sont français. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi le mime de Future France, en fait, qui était un petit peu qui passait pas mal sur Twitter. Et c'est pour ça en fait, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs en France qui ont des énormes positions dans les projets de la blockchain. Malheureusement, en fait, c'est que on est très très bon en tech, on est très très bon en programmation, parce qu'en fait, ça, je pense que c'est le cursus, c'est notre façon de penser à la française qui permet d'avoir des accès comme ça. Malheureusement, en fait, c'est que l'État, à l'heure actuelle, des énormes lacunes, parce qu'en fait, le système français est basé sur des systèmes de piliers qui sont très très anciens, et pour arriver en fait à bouger ces piliers-là, ça va à l'encontre du lobby. Et en fait, dire euh, en Europe qu'on va imprimer notre propre euro, qu'on a des produits décentralisés qui vont aller remplacer les banques ou remplacer les systèmes de droit traditionnels comme les notaires, et choses comme ça, c'est extrêmement compliqué en fait. Et je pense qu'on se heurte à la régulation parce que la régulation n'a aucun intérêt d'avoir des produits comme ça. Je pense qu'ils vont arriver, ils vont être comme Internet, comme d'autres produits, ça va être sous la contrainte parce que sinon ils vont louper, ils vont pas avoir accès à des parts de marché ou accès à l'ensemble de l'économie mondiale. Ça va arriver, mais là il faut vraiment qu'il y ait un regain ou une prise de conscience en Europe et que l'Allemagne, la France lead sur le sujet de la blockchain, notamment avec les acteurs principaux. Moi, j'aimerais bien voir, par exemple, je pense qu'il y a aussi Simon Porot qui lead Adan en France, mais je pense que ça, c'est relativement compliqué, mais il faudrait qu'il y ait un énorme mouvement européen ou alors qui soit conduit par les Français pour pouvoir arriver à les convaincre Bercy ou convaincre le gouvernement que la blockchain, c'est une occasion en or pour la France et l'Europe de pouvoir avoir son mot à dire dans les 10, 20 ans qui arrivent. Parce que si on n'arrive pas à imprimer notre euro tokenisé et pouvoir aller faire de la DeFi, donc se collatériser en euros au lieu de se collatériser en dollars, qui à l'heure actuelle qui a perdu sur la dernière année 25% par rapport à l'euro, si on n'arrive pas à imprimer et distribuer notre euro dans le monde entier, eh ben, c'est pas nous qui allons encore donner le prix du baril du pétrole. Alors que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je pense, dans les années à venir, même dans cette année ou l'année prochaine, il va y avoir une énorme crise géopolitique parce qu'en fait, ce que les gens vont pouvoir accéder au CNY, donc à l'argent tokenisé en Chine, au lieu d'aller sur des produits en dollars. Et je pense que moi, je serai un des premiers à me hedger en achetant du CNY. Parce qu'en fait, je sais que CNY prendra beaucoup plus de valeur par rapport au dollar. C'est obligé. La raison pour laquelle les États-Unis sont encore la première puissance mondiale sur papier, c'est parce qu'en fait, ils permettent d'imprimer le dollar et de le distribuer. Mais s'il y a une autre puissance mondiale comme la Chine ou l'Europe qui permettent d'imprimer leur propre monnaie, digitaliser et de le distribuer, c'est le contrôle dans le monde entier, c'est la gouvernance, le lobby et le fait d'imprimer de l'argent. Si les États-Unis perdent le fait d'imprimer de l'argent, c'est une nouvelle révolution industrielle. Ouais, et justement, on avait fait un dossier avec la rédaction de Cryptost où on avait interrogé le ministre de la Transition du Numérique, Cédric O,
sur cette thématique justement, est-ce que la France est en train de passer à côté du virage de la blockchain ou non, que je vous invite à retrouver sur notre site cryptost.fr. Merci beaucoup Julien d'être venu à répondre à toutes nos questions. J'ai appris 1 milliard de trucs, donc je suis sûr que nos éditeurs en ont également appris beaucoup. On peut te retrouver du coup sur Rekt et sur Twitter, Julien Bouteloup si je dis pas de bêtises, et Rekt, R-E-K-T, pour avoir toutes les news DeFi et parfois les hacks et essayer de les comprendre un peu mieux. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur cet épisode. J'espère que cet épisode justement vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer sur Twitter, Telegram, les commentaires de la vidéo, d'autres interlocuteurs ou d'autres thématiques que vous aimeriez voir abordées sur ces épisodes. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.